Valeurs agitées. Valeurs agitées. Valeurs agitées. Valeurs agitées. Valeurs Valeurs agitées. Bonjour et bienvenue sur Valeurs agitées, votre premier podcast pratico-pratique pour mieux vivre au travail. Chaque semaine avec mes invités, nous croisons nos regards sur les valeurs de ce nouveau monde et partageons nos secrets pour gagner en efficacité et sérénité professionnelle. DG, DRH, manager, vous avez des enjeux de transformation ou tout simplement souhaitez être plus performant et plus épanoui dans votre vie professionnelle? Alors ce podcast est fait pour vous. Je suis Magali Auger, DRH et DG depuis 20 ans et coach professionnel certifié. Curieux d'en savoir plus? Demandez-moi en contact sur LinkedIn et rendez-vous sur vos plateformes préférées. Qu'on découvre quand on devient directeur ou directrice générale, c'est qu'on est seul pour prendre des décisions. Alors évidemment, on ne travaille pas seul, on est en permanence entouré, mais que finalement, c'est bien vous et vous seul qui allez devoir prendre et assumer ces décisions. Et que du coup, avoir cette capacité de dialoguer avec un tiers qui vous renvoie à un certain nombre de choses, qui aide à démêler des situations, c'est absolument précieux. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle série de 4 épisodes avec Martine Carlu. Martine Carlu est la directrice générale d'Interial, l'une des mutuelles de renom qui s'adresse aux agents du service public. Je suis très heureuse de la recevoir puisque nous avons eu l'occasion de nous rencontrer à l'époque lorsqu'elle travaillait à Niort comme directrice du développement et du marketing groupe chez IMA, Intermutuelle Assistance, ici à Niort. Je suis ravie de vous la présenter. C'est une femme incroyable et évidemment, ce n'est pas sans une certaine fierté que j'accueille au micro de Valeurs agitées une femme directrice générale. Martine va partager avec nous à travers cette série son regard sur le monde du travail, notamment le monde de l'entreprise et évidemment sur sa place de femme dirigeante avec de forts enjeux, notamment en conduite de changement. Dans ce premier épisode de Valeurs agitées, elle nous parle de sa prise de fonction dans un contexte sensible. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Martine. Bonjour Magali. Je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui car nous nous connaissons maintenant depuis quelques années. À l'époque, quand nous nous sommes rencontrés, tu étais directrice du développement et du marketing groupe chez IMA, Intermutuelle Assistance, ici à Niort. C'est notre point commun en particulier. Et tu as ensuite pris la responsabilité de la direction du pôle santé bien vivre que tu as créé toute pièce. Précédemment, tu avais œuvré pour AXA, Ernst & Young et Finaref. Et depuis 2019, ta carrière a pris un nouveau tournant puisque tu as décidé de mettre tes compétences financières, marketing et managériales au service d'Interial en tant que DG. Félicitations. Merci Magali, c'est vrai que c'est une belle aventure. Donc, on va tenter ensemble de répondre à la question très spécifiquement, quand on est une femme, comment on fait pour devenir DG? Et évidemment, de manière plus large, on évoquera la question des bénéfices de la mixité et de la diversité au sein des entreprises au sens large. Pour démarrer, quand je te dis valeurs agitées, le nom de notre podcast, tu penses à quoi? D'abord au mot valeur, parce que je pense que c'est important dans le monde professionnel de pouvoir s'asseoir, s'adosser, s'organiser autour de valeurs que nous partageons et que le monde en a bien besoin. Et puis agiter aussi, parce que je pense qu'il faut sortir du cadre, remuer un peu, se remuer les méninges, sortir de nos sentiers battus et que ça incite à la réflexion, au partage. Effectivement, c'est un bon résumé des enjeux qu'on a aujourd'hui dans le monde du travail. Alors moi, ce qui m'intéresserait, c'est de comprendre quel a été le fil rouge de toute ta carrière. C'est toujours une grande question. Alors, a posteriori, c'est toujours plus simple. Bon, je dirais, moi, d'abord, un peu l'aventure, hein. Je j'ai pas eu une conception de carrière en tant que telle. J'ai suivi, mes envies, des opportunités, des projets qui se sont présentés et dans lesquels je me suis sentie à la fois, légitime et intéressée. Et puis, avec du recul, je me rends compte qu'effectivement, il y avait des points communs dans toutes les aventures que j'ai choisi de faire. D'abord, la créativité, souvent, je suis partie d'une page blanche sur des sujets, un peu complexes et c'est quelque chose qui me plaît bien. Deuxième élément, le développement. Je suis fondamentalement,
quelqu'un de développement, faire naître, des nouvelles choses, les faire grandir, hein. C'est quelque chose qui me motive particulièrement et puis le troisième point, c'est l'humain. Parce que je suis fondamentalement attachée, à l'humain et je pense que le monde, du travail, bah, ce sont des personnes qui travaillent ensemble, et que donc bah, cette dimension-là, elle est clé à la fois, bah, dans les personnes finalement avec qui j'ai été amenée à travailler, le choix, de personnes avec qui, j'avais cette envie-là et puis, bah, bien sûr, prendre soin des personnes, dont j'avais la responsabilité et impulser une dynamique d'équipe constructive, ça a été quelque chose, de très important, dans toutes mes fonctions. Voilà, pour essayer de résumer un peu ce qui peut être une sorte de fil rouge, de ces quelques années d'expérience. Donc finalement, tu aurais pu être DRH alors? Ça m'aurait bien plu, ouais, je crois que ça m'aurait bien plu, effectivement. C'est un beau métier, qui mérite d'être, vraiment valorisé dans les organisations et qui, je pense, a une place tout à fait clé, dans les entreprises d'aujourd'hui, oui. En tout cas, je pense que c'est jamais trop tard pour devenir DRH et je pense que plus on a de l'expérience justement, terrain, opérationnel et plus c'est intéressant aussi, de basculer sur des fonctions support parce qu'on comprend mieux les enjeux aussi des personnes qu'on sert. Complètement. Et quelle a été ta motivation pour rejoindre Impérial? Ma motivation, bah, c'était d'abord une nouvelle aventure. J'étais à un moment de ma vie professionnelle où effectivement, je pense que j'avais besoin de me renouveler. Donc quand ce poste m'a été proposé, je me suis tout de suite projetée, finalement dans quelque chose de tout à fait nouveau, pour moi. Avec des personnes, comme je le disais tout à l'heure, hein, j'ai eu, des belles rencontres pendant mon parcours de recrutement, notamment, bah, le président d'Interia avec qui, j'échange effectivement beaucoup depuis que j'y suis, et qui a été pour moi, une belle rencontre, quelqu'un, avec beaucoup de sincérité, d'authenticité, qui m'a donné envie de rejoindre l'entreprise et puis, un challenge humain, que je savais important, puisque le groupe avait connu, quelques difficultés, ces dernières années, avec notamment, des difficultés humaines assez significatives et l'idée de pouvoir contribuer à ce renouveau managérial, était pour moi une grande motivation. Et puis le dernier sujet, bah, c'est le sujet de la santé. C'est peut faire partie aussi, quelque part des, mmh, des sujets clés, dans mes motivations professionnelles, hein, pouvoir contribuer quelque part à faire bouger les lignes en matière de santé et de prévention. Et j'ai trouvé, dans les motivations, de l'équipe dirigeante, d'élus, d'Interial et le positionnement de cette mutuelle, un moyen de pouvoir, tester des idées que j'avais depuis longtemps et exprimer, cette envie que j'avais de contribuer, à ce progrès de société en matière de santé. Voilà. Je crois d'ailleurs que tu avais démarré ta carrière dans un centre hospitalier. J'ai démarré ma carrière, en tant que consultante dans les centres hospitaliers. J'ai connu à titre personnel, de près, les questions, de la maladie, de l'accompagnement des personnes, du décès et je suis convaincue, que les acteurs, tels que les mutuelles santé peuvent apporter, du soutien, des services, de l'accompagnement, et que nous pouvons contribuer à faire bouger les lignes. J'avais déjà, œuvré en ce sens, lorsque j'étais chez Intermutuelle Assistance, à la tête du pôle santé bien vivre en particulier et j'avais envie de pouvoir faire encore mieux, encore plus, en étant, côté assureur. Et alors comment tu as réussi à faire la différence, à ton avis, avec les autres candidats? Bah, je pense que j'étais complètement alignée d'abord avec les valeurs, et la philosophie avec laquelle le président souhaitait, qu'on dirige, la mutuelle. Ça, c'était un point clé, ça l'est toujours, hein, d'ailleurs. Hem, Après, j'ai dû exprimer, probablement, une capacité, une énergie personnelle, une capacité à donner envie, à me projeter, qui était peut-être, plus forte que les autres candidats. Et puis peut-être aussi une clarté, dans la manière que j'ai eue d'exprimer l'ambition que je pouvais avoir dans la mutuelle. Voilà. Et est-ce que tu te rappelles comment tu avais préparé ta prise de fonction à l'époque? Puisque c'est un univers que tu connaissais, mais pas totalement et j'allais dire la partie, service public,
était une partie plutôt nouvelle pour toi? Oui, complètement. Alors, nouvelle à titre professionnel, à titre personnel, je suis issue d'une famille de fonctionnaires, donc effectivement, ce milieu ne m'était pas inconnu. Mais oui, c'était un milieu nouveau, un métier nouveau, des enjeux très particuliers, et donc je me suis préparée avec l'aide d'un coach. J'ai fait appel à un coach, pour, anticiper les premières journées, les premières semaines, changer de posture parce que prendre une fonction de direction générale, c'est également, un challenge dans, la manière dont les autres vont vous regarder, l'impact que vous avez dans une organisation, et c'était important pour moi de prendre toute la dimension de ce que ça voulait dire aussi, dans ma manière d'être et d'agir, dans ce poste. Ça m'a été extrêmement utile. Et qu'est-ce que tu as changé dans ta posture, par exemple? Je pense que j'ai pris beaucoup plus d'attention, à ma communication verbale et non verbale. Peut-être, être davantage vigilante à ce que je pouvais dégager en tant que personne, puisque la première chose que le coach a souligné lorsque j'ai démarré les entretiens avec lui, c'était de dire: «Le directeur général ou la directrice générale, en l'occurrence, c'est quelqu'un qu'on regarde tout le temps». Et donc, vous n'avez pas le droit d'arriver de mauvaise humeur. Heu, on va regarder, comment vous êtes habillée, est-ce que vous êtes souriante en arrivant, la manière dont vous allez serrer la main d'un tel ou d'un tel, voilà. Et effectivement, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup marquée. Je suis quelqu'un d'assez spontané, dans mon fonctionnement, au quotidien, avec les équipes ou avec les gens qui m'entourent, dans le cadre professionnel. Et je pense que j'ai pris la mesure qu'il fallait effectivement probablement que je sois plus attentive, à mes prises de parole et à l'image que je pouvais renvoyer. Tu penses, par exemple, que la fonction de DG fait qu'on te voyait en tant que DG et pas forcément en tant que Martine Carlu? Ah oui, je pense que cette fonction est très particulière, et donc on est d'abord, un ou une, directrice générale. Alors en plus, une directrice générale, c'est d'autant plus, je pense, exigeant puisqu'il y en a peu, et que, il y a, probablement tout un travail à faire en tant que femme pour, se faire accepter, à ces fonctions-là. J'en suis pleinement convaincue. Pour avoir été aussi, sur des fonctions de direction générale et effectivement, on peut nous regarder avec, un œil encore plus précis et critique, je crois. Exigeant. C'est ça. Et donc, à quoi, ont ressemblé tes premières semaines ou tes premières rencontres? Tu as décidé de rencontrer qui en premier, par exemple? Alors ma première journée, ça a été fantastique puisque en fait, ça a été une espèce de tourbillon. Le président avait décidé que j'arrive, juste, la veille du conseil d'administration qui devait me nommer. Et donc, c'était beaucoup de tension, autour de cette nomination, puisque je suis arrivée dans un contexte où mon prédécesseur avait été, licencié quelques mois auparavant, et il avait été nommé un directeur général, par intérim, qui était, donc encore en poste, lorsque je suis arrivée. Donc, 1 rencontre, ça a été les rencontres avec, ce qui est devenu, effectivement un de mes meilleurs alliés dans la mutuelle, de ce directeur général, adjoint maintenant, qui avait assumé ses fonctions pendant les quelques mois, et donc des souvenirs assez intenses de cette première prise de contact, et finalement arriver en quelques heures à savoir comment on va pouvoir travailler ensemble, comment on va pouvoir construire la confiance, dans cet environnement-là, avant de sauter, dans le grand bain le lendemain au conseil d'administration. Et au conseil d'administration, le lendemain, j'étais attendue, de pied ferme par l'ensemble, des administrateurs qui voulaient voir à quoi ressemblait cette fameuse directrice générale dont on avait parlé, mais dont on n'avait pas dévoilé l'identité. Parce qu'il y avait eu tout un secret, organisé Mmh. autour de mon arrivée. Et puis, la presse, j'ai découvert, dans ces premières journées, tout l'intérêt que pouvait porter la presse à cette nomination, et donc beaucoup de sollicitations, à ce sujet.
Donc je suis sautée assez vite, dans ce grand bain-là. Effectivement, j'ai compris que quand on était directeur ou directrice générale, effectivement, ça n'avait pas, du tout, la même tonalité, que quand on était à l'intérieur d'un groupe, même, patron, finalement d'un pôle qui a été de taille comparable à la mutuelle que j'allais diriger alors, mais, avec, je dirais une mise, en lumière qui n'avait rien à voir. Alors comment tu as fait pour réussir à te faire accepter, j'allais dire, par cette personne qui est devenue ton adjoint, donc aujourd'hui? Comment tu as réussi à «convaincre» entre guillemets? Je pense que ça s'est fait d'abord dans le temps. Alors cette première journée, elle a été importante et on s'en reparle d'ailleurs, de temps en temps, avec le sourire parce que je pense que dès ces premiers instants, heu, c'était essentiel que je puisse, faire preuve à la fois, de je dirais d'une écoute, d'une bienveillance, comprendre, voilà, comment la personne, ressentait cette situation et lui faire comprendre que voilà, j'étais en tout cas, tout à fait, ouverte au fait de travailler ensemble, que pour moi c'était très précieux, d'avoir quelqu'un, de cette envergure, qui ait déjà cette expérience et qui allait pouvoir, finalement, poursuivre sa route, à mes côtés. Et que j'avais, la farouche envie, heu, de prendre le flambeau, qu'il avait commencé à allumer, pour rendre le projet intéressant pour toutes et pour tous et pour lui aussi. Donc ça, c'est ses premiers contacts, je pense on s'en est reparlé et il a apprécié, je pense, la franchise et la simplicité, finalement, de nos échanges. Et puis ensuite, ça s'est construit dans le temps. On a appris à se connaître, avec différentes phases. Et puis à trouver chacun sa place, parce qu'il y avait suffisamment à faire pour que, nous puissions être 2 à œuvrer au quotidien pour faire avancer, le projet, de la mutuelle et des autres marques du groupe. Donc quand on dit les 100 premiers jours sont, vraiment cruciaux dans une prise de fonction, tu souscris? Oui, oui, complètement, parce que c'est là qu'on marque en fait, finalement une forme d'empreinte, que personnes vont se faire une idée assez précise et de qui vous êtes, à quoi ils peuvent s'attendre, jusqu'où ils peuvent aller ou pas. Et bon, mesurer, dans les effectivement les semaines, suivant votre arrivée, si vous êtes digne de confiance, si on peut penser que vous serez à la hauteur de l'exercice et j'allais dire, dans quel état d'esprit, le fonctionnement de la mutuelle va s'organiser. C'est aussi, important vis-à-vis, du président, des élus, qui aussi, finalement m'ont mis à l'épreuve, plus ou moins, consciemment, ces premiers jours, pour se, conforter dans l'idée qu'ils avaient fait le bon choix et que j'allais pouvoir, déployer, la stratégie, qui leur convenait, être en alignement avec, leur manière, d'être et de faire, et répondre à leurs attentes, tout simplement. Et quelle a été ta priorité d'action? Alors j'arrivais dans un contexte où il y avait eu, beaucoup, beaucoup de, hem, difficultés, relationnelles, un contexte humain qui n'était pas encore vraiment bien affirmé et serein, notamment entre la gouvernance politique et la gouvernance opérationnelle. Donc il fallait que je rassure, sur, le fait que j'étais là pour, apaiser, la situation, hem, sans juger ce qui s'était passé. Donc j'ai été vigilante à entendre et évidemment, verbaliser, que j'avais conscience, de la difficulté, dans laquelle, pas mal de collaborateurs ou tristes s'étaient retrouvés, ces derniers mois. Donc le verbaliser pour quelque part, pouvoir aussi, finalement, entamer, cette phase de deuil et de changement, hein. Reconnaître ce qui s'était fait de bien, avant que je ne sois là, de manière à ce que aussi on puisse réparer quelque part,
le manque de confiance qui avait pu s'installer, suite aux différentes difficultés que j'évoquais, juste avant. Et puis aussi, affirmer que j'étais venue avec la ferme intention, de déployer une dynamique collective constructive, de capitaliser sur les savoir-faire de la mutuelle, pour, nous projeter ensemble sur un développement, vertueux. Et le contexte, ne t'a pas inquiété par rapport à toi et à ton avenir? J'ai aussi, finalement, eu confiance, voilà, dans ma capacité, quelque part à engager des relations différentes, et à éviter peut-être des écueils, en les ayant identifiés. Maintenant, c'était clairement, un challenge difficile. Moi, j'aime bien relever les défis, hein, donc je ne dis pas que je me suis pas posé des questions, régulièrement, Mmh. hem, mais c'est plutôt pour moi une source de motivation finalement de se dire: «Bon, il y a quelque chose qui a pas fonctionné, là, il y a peut-être moyen de faire autrement et de montrer que justement, il y a une voie de sortie, pour tout le monde, y compris, dans la difficulté». Tu dis: «Je me posais, un certain nombre de questions régulièrement». Quelles questions tu te posais alors? Ça, c'est mon côté fille, hein, c'est: «Est-ce que je vais vraiment être à la hauteur du challenge? Est-ce que je Mmh. vais dans le bon sens? Est-ce que je vais tenir?» Parce que c'est vrai que les premières semaines, les premiers mois, en plus, bon, après on a eu, le Covid qui est arrivé très, très vite, hein, et qui a bousculé encore plus les organisations avec finalement des responsabilités assez lourdes, qui ont dû être, assumées, à un moment où je prenais tout juste mes fonctions. Donc des vraies questions, de est-ce que, voilà, est-ce que je vais avoir la force, l'énergie, de porter tout cela? Heu, Avec toutes les attentes que j'avais identifiées, de par, mes différents interlocuteurs, hein, que ce soit côté opérationnel ou politique. Et comment tu as fait pour te rassurer justement sur le fait que tu avais, toutes les compétences pour réussir à tenir, ce poste et à relever tous les challenges? Alors d'abord, j'ai continué à être coachée, et je pense que ça m'a énormément aidée, hem, évidemment parce que, bah, le ce qu'on découvre aussi quand on devient directeur, ou directrice générale, c'est qu'on est seul, hein, pour prendre des décisions. Alors évidemment, on ne travaille pas seul, on est en permanence, entouré, mais que finalement, c'est bien vous et vous seul qui allez devoir prendre et assumer, ces décisions. Et que du coup avoir, cette capacité, de dialoguer avec un tiers, qui vous renvoie à un certain nombre de choses, qui aide à démêler des situations, c'est absolument précieux. Et donc, je pense que ce coaching a été, pour moi, vraiment une clé, dans ma capacité à m'ancrer, correctement, dans ces premières journées, dans ces premières semaines, et maintenant encore, dans les différents défis auxquels je suis confrontée. Hem, j'ai aussi beaucoup dialogué, avec, des amis, voilà, pour conforter, peut-être heu, des décisions ou des situations auxquelles j'étais confrontée où il fallait que j'agisse. Voilà, je me suis entourée. J'ai aussi évidemment beaucoup dialogué avec, mes différents collaborateurs, pour ajuster le tir, comprendre, là où j'en étais, hem et heu et m'adapter, au fur et à mesure à ce qui se présentait, ouais. Et donc ton coaching, il a duré combien de temps à peu près? Ah bah, il s'est pas terminé. Moi, je suis toujours j'ai j'ai renouvelé, alors on se voit, peut-être 4 5 fois, dans l'année. Alors au début, j'avais une petite ligne téléphonique, plus fréquente, mais maintenant, je fais peut-être, 4 5 rendez-vous, voilà, 2 heures dans l'année, on va dire voilà, un peu moins de tous les 2 mois. Et je souhaite conserver cette possibilité-là parce que je pense que c'est, encore une fois, un élément important et que d'autant plus important quand on est, à ces niveaux de fonction-là, pour garder, de l'objectivité, de la lucidité, et hem et de la sérénité. Et comment tu as fait pour, choisir ton coach? Alors c'est en fait quelqu'un que je connaissais de ma vie, antérieure, avec qui j'avais travaillé, dans d'autres circonstances. Et qui m'a appelée à ma prise de fonction. Elle m'a dit: «Écoute, Martine, je suis ouverte et on se connaît de longue date, mais je peux t'aider».
Eh bien, j'ai dit: «Formidable». Ah bah, super! Effectivement, c'était une belle opportunité et c'est courageux de nous le dire aujourd'hui, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui, ont une forme de honte à être coachés, un peu comme à une époque où on avait, honte d'aller voir un psy parce qu'on avait l'impression qu'aller voir un psy, ça voulait dire qu'on avait une problématique, une maladie mentale, et encore aujourd'hui, on a, beaucoup de préjugés par rapport au coach en se disant, bah, finalement, on se fait coacher parce qu'on n'est pas à la hauteur. C'est ce que j'entends parfois et ce sur quoi évidemment je ne suis pas d'accord. Donc je trouve que c'est courageux de le dire aujourd'hui. Je trouve que c'est suffisamment rare pour être souligné. Bravo à toi. C'est assez naturel et plutôt sain. Je crois aussi. Parce que je pense qu'on prend des responsabilités, mais à un moment donné, on reste humain et on peut tous avoir, des doutes, des questionnements, des vulnérabilités, des faiblesses, des failles et je pense même que c'est nécessaire pour éviter de prendre la grosse tête et avoir une estime, survalorisée, on va dire. Donc au contraire, je pense que c'est très, très bien. Puis c'est un rendez-vous avec soi-même, je pense encore une fois, on n'est pas à ces fonctions-là, on est complètement, submergé, finalement, par, les sujets qui se présentent, l'actualité, sans cesse, qui nous réserve des surprises, même si on essaye d'anticiper, et donc on est dans un espèce de rush, permanent et donc d'avoir des rendez-vous où on se pose, déjà rien que ça, c'est absolument clé. Et si en plus on peut le faire avec un regard extérieur, qui par son questionnement, bah, finalement, va guider, cette réflexion, c'est vraiment très précieux. Tu as bien raison. Donc j'encourage tous ceux qui nous écoutent et qui n'oseraient pas encore franchir ce cap, de le faire, et c'est un grand bonheur. J'ai découvert en même temps que vous cette conviction de Martine qui rejoint totalement mes propres convictions et mes propres aspirations. Demander de l'aide, un appui, un conseil, ou dire simplement je ne sais pas et j'ai besoin d'un regard extérieur, ça commence par là, le respect de soi. Quand on parle de prendre soin de soi, c'est déjà là le début de l'histoire. Il est rare dans notre société aujourd'hui d'accepter de l'aide, voire d'en demander. Et pourtant, je pense que c'est ceux qui osent demander qui réussissent à avancer et à aller encore plus loin avec le plus d'efficacité et avec le moins d'énergie consommée. Le respect de soi, c'est ça. C'est s'autoriser à dire qu'on n'est pas infaillible, que seul, on ne peut pas tout. Et c'est aussi de croire en soi. Je vous dis à tout de suite sur le 2e épisode avec Martine Carlu, où elle va nous présenter ses enjeux de conduite de changement et elle va nous dire concrètement comment elle a réussi à transformer Interial. À tout de suite. Vous avez aimé cet épisode ? Donnez-lui 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée.